Équité, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. On lui parle un mercredi sur deux. Il est avocat, docteur en droit, chroniqueur. Et là, il faut que j'ajoute millionnaire de clics, Frédéric Bérard. Oui, c'est comme au Monopoly, ça. Mais il faut préciser, il y a un article ce matin dans les Coop de l'Information du Soleil qui s'intéresse donc au phénomène de tes capsules qui s'appelle Make Fascism Great Again, disponible sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, pas du tout. Puis je savais pas que l'article était sorti non plus. C'est toi qui me l'apprends. Mais oui, non, je m'attendais 0-0 à ça. Pour faire une histoire courte, à la vitesse où va Donald et son administration dans leur mitraillette de l'État de droit et de la démocratie, je voulais seulement garder une petite trace de tout ça dans mes archives pour peut-être écrire un petit bouquin éventuellement. Puis je me disais, si je le fais pas quotidiennement, je vais être complètement dépassé. Puis je me dis, bon, si je fais un petit peu de pédagogie en même temps, puis les gens regardent ça, tant mieux. Mais clairement, ouais, le succès me laisse un peu, je dirais, pantois. Je m'attendais pas à ça du tout. Ceci dit, pour suivre le rythme de Donald, il faudrait que j'en fasse 7-8 par jour. Mais bon, rendu là, j'ai autre chose à faire, puis je veux pas écœurer les gens non plus. Mais on a frappé donc le million de visionnements pour ces différentes capsules. Juste avant qu'on passe au sujet, je suis curieux de savoir, ça représente combien de temps de préparation, tout ça? Parce qu'on parle de capsules, ultimement, qui durent entre 45 secondes et 1 minute 30. Mais qu'est-ce que ça nécessite comme montage et comme préparation? C'est suivre l'actualité. Puis ça, c'est un défi quand même assez considérable, comme je le disais, compte tenu du nombre d'accros à l'état de droit chaque jour. Mais par la suite, là, j'ai des gens là, qui s'occupent de monter les vidéos comme telles. Là, ça peut peut-être prendre 1 heure, me dit-on. Je suis, un idiot parfait côté technologie, donc j'ai besoin d'aide à cet effet. Et en terminant là-dessus, pour nos auditeurs qui seraient curieux, qui veulent consulter ces capsules, où est-ce qu'on peut les voir? Ils sont sur mon Facebook, Frédéric Bérard, ou Instagram ou TikTok. Là, j'ai les trois, je les roule, je te dirais. Les capsules sont sur les 3 réseaux simultanément. Parce que Instagram vise un public souvent un petit peu plus jeune, TikTok aussi, Facebook un petit peu plus vieux, mais c'est exactement la même capsule, la même durée. Puis les gens sont invités à commenter aussi. Ça, c'est sympathique. Je reçois beaucoup de messages en privé ou encore directement en dessous des capsules. Parfois, il y en a qui arrivent avec un nouveau sujet, avec certaines réflexions. C'est vraiment sympathique. Je le répète, je m'attendais pas du tout à ça. Je le faisais pour moi. Mais de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par le phénomène, par l'avènement du fascisme, ça, je te dirais que ça me fait drôlement plaisir puis ça me rassure pour la suite des choses. Bon, assez parlé de ta carrière d'influenceur, là. On va revenir à nos sujets pour la chronique, Frédéric Bérard. Le chef du Parti libéral, Mark Carney, qui s'est dit d'accord avec l'esprit de la loi 96, mais que l'utilisation préventive de la clause de non-obstant pousserait son gouvernement à intervenir en Cour suprême. On va en parler parce que, et aussi, on va jouer carte sur table parce que la loi 96, c'est un sujet que tu connais bien. Oui, je connais bien la loi 96. Moi, j'avais été le président de la réforme de la loi sur les langues officielles il y a de ça 2 ou 3 ans. J'ai siégé à l'OQLF. J'ai fait mon doctorat en droit linguistique, droit constitutionnel, mais le volet droit linguistique surtout. Et la question de la dérogatoire, moi, m'achale depuis un petit bout de temps, là, puis je le dis en toute transparence, c'est moi qui ai amené le débat en Cour suprême là-dessus prochainement sur la dérogatoire. Non pas que la dérogatoire est illégitime, elle est constitutionnelle, évidemment. Le problème, par contre, c'est qu'à mon avis, et là-dessus je vais être d'accord avec Mark Carney, on en fait un usage trop facile. On en fait maintenant des usages préventifs. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on l'applique d'entrée de jeu pour empêcher le contrôle judiciaire. Or, l'idée de la dérogatoire, que ce soit de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise, n'a jamais été ça. L'idée de la dérogatoire, c'est de dire le législateur va adopter une loi, il y aura un contrôle de constitutionnalité peut-être. Si la Cour dit la loi est inconstitutionnelle pour telle raison, après coup, si le législateur le souhaite, il pourra utiliser la dérogatoire pour suspendre la décision qui aura été rendue. En d'autres termes, il y a un dialogue avec les tribunaux. C'est ça qui était prévu par le constituant en rapport à la Charte canadienne puis celui de la Charte québécoise. Or, maintenant, on le voit il y a des législateurs qui ont, je dirais, tendance à tricher en disant, je vais adopter la dérogatoire tout de suite, comme ça, je vais empêcher les juges de même évaluer la constitutionnalité de la loi. Là, il y en a peut-être qui m'écoutent et qui disent, oui, mais c'est quoi la légitimité de ces juges-là? Ils n'ont pas été élus. Parce que dans un état de droit, ça prend un pouvoir judiciaire
qui contrôle la constitutionnalité des lois. Le meilleur exemple de ça, c'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Hein. Si on n'avait pas de contrôle judiciaire, les États-Unis seraient foutus, puis d'ailleurs, ils risquent de l'être malgré ça. Donc, je pense qu'on va avoir un contrôle de constitutionnalité qui a de l'allure, puis je finirai en disant qu'il y a une étude qui vient de sortir que la majorité des Québécois dénoncent l'usage préventif de la dérogatoire. Alors, tu vois, ça me fait particulièrement plaisir. Et toujours en lien avec ça, es-tu surpris de voir la loi 96 qui a rebondi dans les négociations entre les États-Unis concernant le commerce et l'affichage du français? Ça, oui, parce que je n'aurais pas pensé que Donald Trump était au courant que le Québec avait pour langue principale le français, honnêtement. Je pense qu'il s'en sert comme outil de négociation. Là, il a dû avoir un conseiller qui a soufflé ça à l'oreille pour essayer de mettre la bisbille, le classique Donald Trump. Toujours en lien avec ça, on va se diriger vers Québec. En fait, pour s'intéresser à l'adoption sous bâillon du projet de loi 93, ça, c'est la loi qui exproprie en fait la ville de Blainville pour le fameux terrain de l'entreprise Stablex pour agrandir le site d'enfouissement. Ça a été vendredi dernier. Ça s'est fait sous bâillon. Là, est-ce que le bâillon, c'est encore exceptionnel? On a l'impression qu'il y en a eu beaucoup des bâillons depuis les dernières années. T'as raison de dire. Puis la CAQ est une spécialiste du bâillon. Les libéraux de Charest étaient pas si mal aussi. Il y avait ce réflexe-là. À Ottawa, Stephen Harper était, pour sa part, le champion du bâillon. Puis, pour ceux et celles qui l'ignorent, le bâillon, c'est quoi essentiellement? C'est assez simple. Hein? C'est un privilège qui appartient au gouvernement, un privilège parlementaire qui appartient au gouvernement, qui est celui de dire, là, ça suffit. On a assez parlé de ce sujet-là. Je bâillonne de l'expression, donc l'opposition. On vote sur la loi. Comme je suis majoritaire, évidemment, ma loi va évidemment être adoptée. Merci et bonsoir. Le problème dans le cas dont tu parles, c'est que là, on le fait avant même qu'il y ait eu quelconque débat sérieux sur cette histoire-là. Et on se doute très bien que ça sent la magouille à plein nez. Dans le sens où Québec passe à côté de toutes ces dispositions normatives en matière d'environnement, empêche l'opposition de faire son travail. Hein. C'est pour ça qu'on élit des députés, c'est pour ça qu'il y a un parlement, c'est pour qu'il y ait des discussions, pour qu'il y ait évidemment des échanges. On fait venir des experts dans des commissions pour dire faut faire ci, il faut pas faire ça, ainsi de suite. Alors, quand on bâillonne qui? On bâillonne l'opposition. On bâillonne l'expertise, puis on bâillonne au final la démocratie. Mais à l'origine, à la base, pourquoi ça a été créé le bâillon? Est-ce qu'il y a des circonstances qui font que ça peut être utile, un bâillon, pour un gouvernement dans un contexte particulier? C'est subjectif comme posture, mais la réponse pourrait être oui. Donc, disons par exemple que le gouvernement veut faire passer telle ou telle réforme et l'opposition dit « Ah oui, tu veux faire ça? Pas de problème, mais là, je vais t'écœurer à l'os, par exemple. Je vais proposer un amendement à chacun des articles de ton projet de loi. » Et là, ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, 8 mois que tout ceci dure. Le gouvernement pourrait peut-être être légitimement dire, là, regarde, ça suffit, on a perdu assez de temps, vous faites de l'obstruction, vous êtes de mauvaise foi, vous n'êtes pas honnête dans votre démarche. Mais là, on ne se rend même pas là, depuis les dernières années. C'est même pas ça qu'on fait. Là. C'est exactement ça l'enjeu. Donc, l'idée du bâillon en soi n'est pas nécessairement délétère, c'est pas nécessairement toxique, mais si tu t'en sers pour empêcher la démocratie parlementaire, là, on va avoir un sérieux problème. Terminons avec la campagne électorale. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de candidats, finalement, qui se désistent, qui disparaissent. En début de semaine, il y avait la situation du candidat libéral Paul Chiang, finalement, qui s'est désisté. Mais en fait, lui, il avait carrément appelé à suggérer, en fait, de livrer un rival conservateur, Joe Tay, aux autorités chinoises. C'est une histoire à bracadabrante, tout ça. Ouais, non, c'est épouvantable. Là. Franchement, quand j'ai lu la nouvelle, je dois t'avouer, franchement, je croyais pas que c'était vrai. Là. Ça avait l'air d'un Tintin. Là. Attends, livrer un adversaire politique canadien qui techniquement n'a rien à se reprocher de ce que l'on sait, et tu veux le livrer ou le faire livrer aux autorités chinoises moyennant une rançon. Je veux dire, c'est complètement, là, c'est un western spaghetti, là, cette affaire-là. Et donc, tout ça pour dire que, je pense que Carney a pris la bonne décision en disant non, ça suffit. Surtout que, pourquoi... Mais Mark Carney l'a défendu dans les premières heures, en début de semaine, lundi. Là. Oui, puis ça, c'était une erreur
c'est une erreur, à mon avis, stratosphérique, parce que c'est un peu le supplice de la goutte. Hein? Quand tu as un candidat qui a fait quelque chose de grave, on parle pas d'une niaiserie, là, on parle de quelque chose de sérieux. Si tu le défends, qu'est-ce qui va arriver? Ben, l'opposition va sauter là-dessus, va s'accrocher, les médias vont s'enflammer, et tu vas tôt ou tard être obligé de lui tirer la plug. Techniquement, c'est d'ailleurs ce qui est arrivé à 100%. Mais ben, pour préciser, puis c'est important de le savoir, que les autorités chinoises courent après ce gars-là, c'est déjà assez problématique, hein, parce qu'on sait que le régime communiste chinois peut tuer des gens. Ça, c'est connu, c'est su. Vous pouvez aller voir Amnesty International et autres. Alors, voilà, je trouve que c'est franchement ignoble. Et que Carney ait finalement tiré la plug, honnêtement, c'était la chose à faire, même si franchement, il aurait dû le faire avant. Et il y a eu d'autres désistements. Je pense aussi à Mark McKenzie en Ontario, là, qui est en faveur de la pendaison. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un avec des propos extrêmes aussi qui a été retiré. Donc, on voit que les chefs, maintenant, n'ont plus de patience. Et dès qu'il y a un petit écart, on préfère donc éviter les scandales. Et en quelques secondes, Frédéric Bérard, je voulais juste entendre, tu étais au Centre Bell hier pour la victoire du Canadien. Oui. Ça ressemble à quoi l'ambiance en fin de match? Wow! C'est drôle, hein, parce qu'à 29 secondes, il y a une portion appréciable des gens qui ont quitté. Moi, tu le sais, on a déjà vu des matchs ensemble. Moi, je ne quitte jamais avant que tout soit terminé, comme disait Yogi Berra. Et bien, comme de fait, à 5 secondes de la fin, Suzuki but, prolongation. Et j'étais avec un valeureux représentant du Saguenay, Stéphane Tremblay, qui est peut-être un lointain cousin à toi, qui était tellement excité qu'il est probablement encore accroché à l'écran géant à l'heure où on se parle. Il faudrait aller le décrocher si quelqu'un a le temps. Merci Frédéric Bérard, un plaisir. Toujours, on se reparle dans 2 semaines comme d'habitude. Très réciproque, à bientôt. Au revoir.